Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Bien. JDR Factory. Bonjour Matt, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Axel. Bienvenue sur JDR Factory. Ce soir, de quoi on va parler? Ce soir, on va parler d'improvisation. Et on va essayer de voir un peu comment on improvise en jeu de rôle. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on peut improviser pour tout? Quelles sont les limites? Et surtout, est-ce que l'improvisation, ça se prépare? Hmm. Parce que je pense que ça fait partie des questions intéressantes. Et c'est une pratique. Alors, on en a beaucoup parlé au fil d'un peu toutes nos émissions parce que Matt et moi, on a cette tendance à beaucoup improviser et à se laisser porter. Mais en fait, ça se fait pas tout seul. Et ça peut bloquer, ça peut être bloquant, ça peut être stressant pour certains. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une émission dédiée à ce sujet ce soir. Voilà, improvisons une émission sur l'improvisation. Qu'on a préparé en fait, du coup. Mais on l'a préparé avec vous. Alors moi, je sais pas pour toi, mais effectivement, je me suis laissé un peu couler sur ce soir, voir un peu comment ça vient. Donc avec tout ce qu'on a pu préparer en amont avec vous, avec vos questions et vos retours. Tout à fait. Mais voilà, ce sera peut-être un peu, enfin de mon côté, ce sera peut-être un peu moins construit, carré que d'habitude, quoi. En tout cas, Et générique. générique. Ouais, L'improvisation dans le jeu de rôle, qui tout est, à fait. quand même spoiler alert, notre manière de jouer à tous les deux. Ouais, complètement. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas d'invité ce soir, parce qu'on va vous avoir vous dans le chat, mais on s'est dit que on se suffisait à nous-mêmes, ce qui est quand même assez rare. On aime bien voir des gens et on s'est dit est-ce qu'il y a des gens avec qui on aimerait faire ça? On se dit oh non, c'est bon, l'improvisation, ça va, on connaît quoi. Bah, Salut Ishrak. c'est surtout que sur le Discord de JDR Factory, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool, il y a plein de discussions, on parle de plein de choses. Il y a certaines personnes, lorsqu'on parle de l'impro, qui nous ont fait ouais, mais moi j'ose pas, je sais pas, je voudrais bien des conseils d'impro, franchement je sais pas Mm. comment faire. Enfin, c'est des trucs que j'ai plus souvent entendu, c'est-à-dire quand un MJ dit non, moi j'aime pas improviser, j'aime maîtriser mon scénar et j'aime jouer le scénar que j'ai écrit, là j'ai rien à dire. Si c'est ce que t'aimes, si c'est comme ça que c'est ta pratique, Complètement. on n'est pas là pour te dire t'as tort, on a raison. Mais pour les gens qui se disent ah ouais l'impro peut-être que ce serait pas mal, j'aurais peut-être des choses intéressantes à faire, mais comment on fait, j'ai peur de me lancer, je pense que je vais être nul, ça va être pourri, etc. Et c'est là où je dis mais non, voilà. Et en fait même si j'ai l'impression que dans toutes les vidéos qu'on a fait sur cette chaîne on a toujours en fait donné des conseils qui aident à faire de l'impro, Oui. mais on me semble qu'on n'a pas donné une sorte d'émission spécifiquement sur ça pour en gros faire le tri dans toutes ces Ouais, le propositions. tri, une espèce de petite guideline pour se débloquer en fait. Parce que je pense que c'est le principal problème, c'est de se lancer. Moi, je me rappelle ma première partie de jeu de rôle et effectivement, j'ai pas improvisé. Je vais pas vous dire, j'ai été un génie de l'impro. Je suis d'ailleurs toujours pas un génie de l'impro, mais j'ai pas été un génie de l'impro où je me suis dit, je suis capable d'improviser un scénario direct. D'ailleurs, cette partie a été un fiasco parce que il y avait trop de préparation, mais pas de préparation efficace. Donc, est-ce qu'on peut aussi recouper là-dessus? Mais ouais, il y a plein de choses à dire en fait sur l'improvisation. C'est pas inné en fait. Il y a des techniques. Euh, Ma pratique se rapproche pour pas mal d'une pratique de théâtre d'impro parfois quand je suis MJ. C'est-à-dire que je vais rarement dire non aux joueurs. Je vais plutôt réorienter la fiction. C'est-à-dire, si tu me sors quelque chose de complètement abscon, éventuellement, je vais te dire pourquoi pas, mais c'est le oui mais, le oui et, etc. Mais rarement un non bloquant. Il faut de toute façon éviter d'être dans le blocage quand on est dans l'impro parce que de toute façon, c'est pas productif, entre guillemets. Mais ça, c'est Mais le théâtre d'impro ouais, qui est un peu vas-y. la base pour aider à improviser même en jeu de rôle. C'est sûr que la première règle, c'est ne dites jamais non, quoi. Enfin, et n'ayez C'est pas ça. peur, tant que vous mettez les joueurs face aux conséquences et que vous leur donnez la main et la possibilité en fait d'agir, vous allez voir que les joueurs rapidement, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent faire entre guillemets ce qu'ils veulent et Mhm. qu'il n'y a rien d'interdit, bah, ils vont faire des choses et donc ils vont driver la fiction, quoi. Et Ouais, en complètement. menant la fiction, et ben, vous allez être en réaction. Et si vous dites jamais non, mais que vous les mettez face aux conséquences de ce qu'ils font, ils vont faire des choses, etc. Évidemment, après, les conséquences, on pourra en parler plus tard. Il y a des conséquences plus ou moins violentes et plus ou moins qui appellent plus ou moins à la liberté des joueurs d'agir.
Genre, si à la Tout à fait. moindre porte, ils risquent de mourir découpés en rondelles, ils vont plus tenter grand-chose. Donc, vous aurez des gens qui feront plus grand-chose pour vous aider à avancer dans l'histoire. Mais Mm. spécifiquement, ouais, une des premières règles d'un pro, c'est construire sur ce que disent les gens et dire jamais non. Donc ça veut dire construire sur ce que disent les joueurs. Donc ça veut dire travailler main dans la main avec les Avec joueurs. les joueurs, complètement. C'est important ce que tu dis. Je pense qu'il y a vraiment ce côté co-construction quand on improvise. Moi, sur les joueurs, bah, j'improvise beaucoup moins bien parce que les temps de parole, les temps d'idées des joueurs, c'est autant de choses qui vont venir me remplir moi et qui vont venir m'alimenter. C'est-à-dire que bah, je trouve qu'on a toujours de meilleures idées ou en tout cas des idées plus variées à 4 que tout seul. Et que je regardais parce que j'aime bien aussi préparer des scénarios. Hein, j'aime bien, il y a des moments où ça me fait plaisir. Je trouve que je retombe vite dans les mêmes idées, dans les mêmes mécanismes et dans les mêmes habitudes. Ce qui est moins le cas quand justement la fiction n'est pas mienne, quand elle n'est pas que à moi en tout cas. Mais tu parlais des joueurs et comment on saisit un peu l'essence de ce que veulent faire les joueurs et de comment on les implique dès le début, les joueurs, quand on veut faire de l'impro, selon toi? Bah, pour moi, c'est un bon pitch de départ. Hein. Un bon pitch de départ, un bon pitch de départ. Parce que quand tu reviens, l'impro, pour beaucoup, l'impro, c'est synonyme de MJ qui fout rien. Hmm. Alors moi, j'ai envie de dire, ou non. En fait, c'est synonyme de MJ qui travaille autrement. C'est-à-dire que une fois, on m'a fait la remarque en me disant oui, mais c'est facile pour toi d'improviser, ça fait 20 ans que tu fais du jeu de rôle, et en gros, t'as des centaines d'heures de jeu de rôle dans la tête, et tu peux ressortir toutes ces choses de manière automatique. Alors Hmm. oui et non, en fait, moi, en- quand je fais une campagne, je cherche un pitch de départ, je cherche quelque chose qui va motiver les joueurs tout de suite. C'est pour ça que la session zéro est très importante quand on fait de l'impro, c'est à construire une équipe qui a des raisons d'être ensemble et des raisons de vouloir faire des Hmm. choses, etc. Quitte à même à travailler avec les joueurs cette session zéro. Et donc leur donner des raisons d'avancer. Et une fois qu'ils partent et qu'ils avancent, tu vas leur rebalancer des choses et c'est sûr que si tu as déjà masterisé plusieurs fois, c'est plus facile. Maintenant, moi, le travail que je fais, en fait, il est après la session zéro, donc avant la première session de jeu ou entre les sessions. En fait, et ce travail, c'est pas que je passe 5 heures devant mon ordinateur à écrire des choses, c'est que j'y pense. Un peu comme une tâche de fond, je me dis, tiens, ils ont fait ça à la dernière partie, qu'est-ce que je pourrais faire? Et je visualise 2 3 scènes, 2 3 PNJ, parfois une Hmm. préparation de campagne, ça peut être ça, ah tiens, tel PNJ, je verrais bien ça, puis je pose cette idée-là, mais j'essaie de pas trop de la définir, parce que plus je la définis, plus elle devient cristallisée, et les joueurs c'est difficile pour le MJ à ce moment-là de lâcher prise, parce que c'est ça en fait le gros secret de l'impro, c'est apprendre à lâcher prise. Apprendre à ce que tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on met sur la table, peut être accepté que ça soit saccagé, renversé, transformé en fait. Et de jouer avec les joueurs, et que ce soit pas juste les joueurs dans votre petit bac à sable à vous, où vous contrôlez tout, et où ils ont à peine le droit de dire oui ou non quoi. Et une fois qu'on lâche prise sur sa création, eh bien, on accepte ce que font les joueurs. Une fois qu'on accepte ce que font les joueurs et qu'on réfléchit en tâche de fond entre parties, ah tiens, face à ça, bah, peut-être que je devrais enchaîner ça, ah ouais, je vais leur mettre tel PNJ, mais bon, je laisse ouvert, je sais pas exactement comment il va réagir en fonction de ce que vont faire les joueurs, mais j'ai une idée à peu près de quels sont la psychologie de ce personnage-là, c'est plus Hmm. facile pour moi de rebondir. Donc c'est un travail en fait de tâches de fond et pas un travail de j'ai passé 50 000 heures à écrire un pavé comme Hmm. ça avant de me lancer dans l'aventure. Quoi. Complètement. Moi, j'ai une petite variante, c'est que j'aime bien écrire quand même. Et en général, j'ai toujours un carnet. Alors, Ishrak parle de post-it. C'est vrai que maintenant, j'ai pas mal de post-it. Et j'écris partout. Et souvent, je perds. Donc, je garde cette idée en tête, mais assez floue. C'est-à-dire que je vais avoir l'idée d'un PNJ, je vais avoir l'idée d'une scène. Alors, ça peut être même très con. Ça peut être l'idée d'une musique, d'une ambiance, d'une image. Et où je me dis que c'est un truc qui va me motoriser. Et donc ça, je les note, et souvent, bah, comme je dis, je les perds ou je les oublie. Et du coup, le jour de la partie, ça va revenir à un moment donné. Je me dis, ah, attends, ici, ça collerait bien, cette idée que j'ai eue il y a 2 jours ou il y a 3 jours, quand j'étais au boulot, quand je rentrais du boulot, etc. etc. Bah, Euh, comme je ouais, l'ai dit en fait plusieurs sur d'autres vidéos, moi après avoir, on y reviendra, après avoir fait des jeux narrativistes, on reviendra sur comment c'est une bonne école
de faire au moins une fois un jeu narrativiste, ça on en reparlera après, mais ça apprend à faire ce que des gens sont tout à fait capables de faire d'eux-mêmes, et que moi il m'a fallu des années avant d'obtenir cette capacité. C'est-à-dire que quand tu joues une campagne, tu joues pas la campagne, en fait tu joues le souvenir que tu as de la campagne. Donc tu lis, si tu veux lire un truc du commerce, tu le lis, tu l'oublies, et tu joues ce dont tu te rappelles. Tu as une base, tu vois, un carcan à peu près, voilà, de PNJ, de situation, etc. Et une fois que tu l'as oublié, bah, naturellement, ton cerveau va faire les connexions et va justement se laisser libre de pouvoir improviser autour et de ne pas être bloqué par le carcan de ce qui est écrit noir sur blanc dans le papier, quoi. Complètement. Mais je reprends un autre aussi exemple pour vous aider en fait, à vous lancer dans l'impro. Pour moi, il y a un test, c'est sur le one-shot. Parce que tu disais, ah, ma première tentative a été pourrie, etc. Mon idée, c'est pas de dire allez-y, improvisez votre méga campagne sur plusieurs années tout de suite. C'est commencer petit, commencer par un one shot et commencer avec cette idée simple, quoi. Vous posez une situation de départ, un décor et un danger tout de suite maintenant. Du genre, ils sont sur un bateau, aux abords d'une île déserte. L'objectif, c'est de trouver un trésor, mais il y a une opposition, il y a un autre groupe de pirates qui a débarqué de l'autre côté de l'île. Allez-y. Et ça suffit, en fait. Complètement. Ça suffit largement pour jouer, et les joueurs sont tout de suite motivés parce que tu leur as donné un objectif, aller chercher un trésor, ils vont y aller, et donc ils savent ce qu'ils veulent faire, et après t'improvises, et naturellement tu vas improviser, peut-être que tu as réfléchi un peu à quoi ressemble le capitaine ou un ou deux autres membres d'équipage pour un peu les typer, après le reste tu t'improvises, et t'as pas besoin de plus pour faire jouer ton one-shot, voilà. Et si c'est un fiasco, c'est pas grave, c'est que un one-shot. Complètement. Mais c'est marrant parce que c'est un exercice, je mets des grands guillemets, que je vous aurais bien donné à faire en fin de vidéo en fait. Vous testez sur un one-shot, effectivement, ça n'engage à rien. Une situation de départ, un élément perturbateur, et éventuellement, si vous vous sentez à l'aise, un PNJ, enfin si vous vous sentez pas trop à l'aise, un PNJ et un dénouement que vous pouvez prévoir, sans s'empêcher d'aller voir ailleurs, mais c'est un très bon exercice. Et le faire avec plein de jeux différents en fait. Et vous vous rendez compte que le système, il a peu d'impact sur cette manière de jouer, je trouve. Là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Mais voilà, parce que je savais qu'on allait rebondir là-dessus. Mais une fois que tu maîtrises, je vais te laisser enchaîner là-dessus parce que ça. C'est très bien, on n'est pas d'accord, c'est très bien. Mais on est d'accord, parce que ce que tu as dit, on va se rejoindre en tout cas à la fin, je pense. Donc vas-y, continue. Donc pourquoi, pour toi, le système n'a pas d'importance sur... Parce que en fait, c'est des habitudes de jeu. Tu vas sûrement parler d'Apocalypse World, de ses conseils, etc., de sa mise à l'écrit. Et en fait, là où moi, mon argument sur les PBTA, je pense que c'est pas des jeux révolutionnaires mécaniquement, mais je pense que c'est des jeux qui ont pris le temps d'écrire des choses très intéressantes. Parce que effectivement, quand tu lis les conseils, tu dis bah oui, je le fais. Mais en fait, quand c'est écrit, c'est bien. Parce que ça permet de se transmettre et de pas être juste dans la transmission et dans à l'ancienne et dans le côté passation secrète, quoi. Mais oui, il y a des jeux qui le favorisent forcément. Mais je pense qu'une fois qu'on a ces grands préceptes, on peut l'utiliser sur n'importe quel jeu. Moi, je suis capable d'improviser sur du Vampire, je suis capable d'improviser sur du Warhammer. Pas sur des D5, mais c'est pas une question d'improvisation, c'est une question de c'est une question de moi. Mais bref, en fait, une fois qu'on a des idées en tête, on peut le faire sur tous les jeux. Écoute, en fait, c'est bien, on peut attaquer pourquoi faire au moins une fois dans sa vie un jeu narrativiste, ça peut vous aider. C'est que l'intérêt d'un jeu narrativiste, que ce soit Apocalypse World ou autre chose, hein, ce sont des jeux où le MJ doit abandonner un peu de sa domination narrative, en donner un peu aux joueurs, aux autres, et en donner un peu à la mécanique. Et donc, une fois que vous acceptez que la mécanique ait une influence dans votre histoire, et que cette dernière, en gros, les dés sont pas derrière... En gros, quand vous improvisez, par exemple, les dés, ça n'est pas fait pour faire du bruit derrière l'écran. Les dés, c'est un osselet divinatoire, c'est un élément essentiel pour votre improvisation. Parce que justement, c'est le dé qui va vous permettre d'aller dans des directions que vous n'aviez pas prévues. Et donc, une fois que vous apprenez à faire confiance aux dés, et que vous apprenez à faire confiance aux joueurs, et d'avoir fait un peu de jeu narratif, ça vous aide, il est effectivement facile de réimporter ça dans un système plus classique. Maintenant, pour moi, il y a des systèmes avec lesquels je vais y arriver, et d'autres avec lesquels je ne vais pas y arriver. Par exemple, je vais très mal y arriver avec DD, Donjons Dragons, mais par contre, je vais très mal y arriver avec Warhammer, ou avec Brigandine.
Pas parce que c'est Brigandine ou Warhammer, le monde en soi, on peut improviser, c'est pas ça. C'est que la mécanique de ce qu'on appelle roll under, c'est-à-dire faire un jet en dessous, est moins intuitive pour moi que des seuils de difficulté. Dans Donjons et Dragons, c'est tous les 5, 10, 15, 20. Et donc, naturellement, tu peux te dire, ok, minimum, c'est 10. À partir de 15, je leur donne un peu plus. À partir de 20, je leur donne beaucoup. Et donc, tu peux remettre ce côté oui, oui, non, non, mais, avec, je trouve, des choses comme 5, 10, 15, 20, 30 dans Donjons et Dragons. Et donc, ça m'arrive plein de fois d'improviser grâce à ça. C'est-à-dire, quand ils font un jet d'écoute, je leur donne le minimum vital. Et puis en fonction, je lance les dés, et en fonction du résultat, je vais leur donner plus d'informations. Et si d'un coup il me sort un résultat de ouf, je vais carrément me mettre à limite de demander aux joueurs, mais qu'est-ce que tu sais sur ça, quoi? Apprends-moi des choses, tu connais tellement de choses que même moi peut-être je suis pas au courant, tu vois. Ou leur donner des trucs que j'avais même pas imaginé pouvoir leur donner. Et le jeu se construit en fonction du jet qu'ils vont faire et de la réussite de ce jet-là. Et pourquoi moi dans Warhammer ou Brigandine j'y arrive pas? Parce que comme c'est un roll-under, c'est beaucoup plus dur pour moi, c'est pas impossible évidemment, mais de mettre des seuils. C'est quoi? C'est à partir de moins 10%, moins 30%, moins 40% en dessous du seuil que je fais la même chose et que j'improvise, mais c'est ça. Ouais. Mais pour moi c'est plus compliqué de le calculer. Ça prend plus de temps, c'est moins direct que de lire et donc j'ai plus de mal avec certains systèmes d'improviser. Okay. Surtout dans les systèmes qui ont comment dire, qui visent beaucoup dans la moyenne. Tu sais, un système comme Fate, c'est un système où quand tu lances les dés, tu as la courbe statistique et que tu vas souvent taper dans la moyenne. Et donc c'est plus rare de monter ou plus rare de descendre. Alors, Fate, on peut arriver avec certains seuils de succès à improviser, mais dans ces systèmes qui cherchent en permanence la moyenne et qui veulent revenir à surtout aux player skills, c'est plus dur pour moi d'utiliser le système comme une aide à l'impro. D'accord. Moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que justement le dessin système donne plus de marge. Avec justement, comme on dit, des seuils de moins 5, de moins 10 ou de plus 5, de plus 10. Et j'étais en train de réfléchir, j'ai peut-être plus facilement, c'est peut-être plus intuitif de graduer l'échec dans l'improvisation. C'est-à-dire que quand tu es sur un 99, tu sais que c'est un foirage magistral. Quand tu as plus 30% par rapport à ce que tu étais censé faire, pareil, c'est quand même une belle ratade. Et je trouve ça... En fait, vu que la range et la variabilité dans le système est plus large, ça m'aide plus qu'un D20. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que j'aime pas trop le D20. Mais comme je dis c'est pas impossible. En fait, c'est juste une histoire de gymnastique mentale et il y a des systèmes avec lesquels tu es plus à l'aise pour utiliser le résultat comme un osselet divinatoire, parce que pour moi, c'est vraiment un terme qui marche bien. Le dé est un osselet divinatoire, et en fonction de ce résultat, vous allez faire votre devin et lancer des choses qui vont vous surprendre autant que les joueurs. Et il y a des systèmes qui vont vous convenir plus que d'autres. Quel que soit le système d'ailleurs, je dis pas que Warhammer impossible d'improviser avec, c'est juste moi j'ai plus de mal parce que ma gymnastique mentale est plus dure qu'avec un seuil comme DD où tu vas chercher tout simplement 5, 10, 15, 20, 30. Voilà. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Et je pense que là où on touche un point intéressant, c'est qu'il faut choisir un système avec lequel on est à l'aise pour improviser la première fois. Faut pas être obligé de regarder les feuilles des persos, faut pas être obligé de regarder le bouquin, faut pas être obligé de... Faut pas être obligé de tout ça, je pense qu'il faut être vraiment très à l'aise. Merci Dice Story, donc merci KFR pour le raid. Et bonjour tout le monde, bonjour les 20 personnes qui arrivent. Salut. On parle improvisation ce soir, donc n'hésitez pas à réagir dans le chat. On en est au début. Et donc, globalement, un système avec lequel on est à l'aise, c'est beaucoup plus facile. Pareil, des joueurs avec lesquels on est à l'aise, c'est important. Avoir des joueurs avec qui on se sent en confiance, c'est plus facile pour improviser. Parce qu'on va pas se mettre une pression de dingue et on va pas se dire putain je vais faire passer une mauvaise soirée à des gens. Surtout si vous êtes à l'aise avec vos joueurs, vous allez pouvoir justement leur faire confiance et pouvoir parfois leur dire qu'est-ce que t'en penses quoi. T'as fait un jet tellement fort, tellement bien que cette fois-ci je te donne dis-moi ce qu'il y a derrière cette porte. Ouais. Et encore une fois, moi c'est quelque chose que je peux arriver à faire maintenant même dans une longue campagne. Mais comme on le disait, entraînez-vous sur un one shot quoi. Ouais. Et pour le coup, des systèmes qui permettent d'improviser, il y en a déjà qui existent. Par exemple, en OSR, les tableaux
de génération de monstres aléatoires, c'est des outils de règles d'improvisation. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce que les joueurs vont retrouver dans le couloir, vous avez votre tableau de génération aléatoire. Et là, pour le coup, on pourrait faire... Moi, je pourrais parler longuement sur comment bien faire un tableau de génération de rencontres aléatoires, parce que la rencontre aléatoire, ça ne doit pas être obligatoirement un monstre moi voix, moi tue. Ça peut être plein de choses par rapport à votre le bac à sable dans lequel vous êtes, que ce bac à sable, que ce soit un donjon, que ce soit une ville, ou que ce soit une région ou un pays, quoi. Et donc, en fonction de ce que vous allez vouloir driver comme fiction, je sais pas si dans cette ville-là, il y a une guilde d'alchimistes très puissante, dans votre table, vous allez créer ces alchimistes, et quand ils vont tomber, vous allez créer une aventure avec ces alchimistes qui sont trouvés là. Ça veut pas dire obligatoirement qu'ils vont se battre ou qu'ils vont pouvoir tuer les joueurs, mais ils tombent dans l'histoire de manière impromptue. Ok, vous savez à peu près que dans cette zone-là, vous allez tomber sur des alchimistes, des nains alcooliques et des cultistes de tel dieu du chaos que vous avez en tête, mais vous savez pas quand, et vous savez pas comment. Et donc, ces tableaux de génération aléatoire, sachant que même à l'origine, dans les jeux OSR, tu tirais même l'orientation du personnage quand tu le rencontrais. C'est-à-dire, tu avais un jet de dés pour savoir s'il était amical, ennemi, etc. Donc, en plus, tu peux même faire des doubles entrées avec qu'est-ce que tu rencontres et dans quel état d'esprit il est, quoi. Donc, donc déjà, dans les plus vieux des jeux de rôle, c'est-à-dire les premiers Donjons et Dragons et les jeux OSR après, tu as déjà des outils qui t'aident à improviser, justement parce que tu joues beaucoup en mode bac à sable, et que, à part avoir donc un univers avec quelques idées placées ici et là, l'écrasante majorité de l'histoire va être improvisée, quoi. Complètement. J'ai mis dans le chat un petit lien proposé par Cortex, qui est un super outil de table aléatoire de beaucoup de choses en fait. Un générateur d'aléatoire pour beaucoup de choses. Il y a Peter qui nous dit est-ce qu'on a vraiment besoin d'un système de jet pour improviser plutôt que de co-créer ensemble une histoire cool sans être brimé par un jet justement. Eh ben non, on n'a pas besoin et c'est un super point d'entrée. Moi, on a parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais les Force the Story, donc pour l'arène, Donjons et Siphons et Rituel, où on tire des cartes avec des situations et on doit créer dessus. C'est un super exercice et c'est un exercice qui fait progresser hyper vite. Pour preuve, moi j'ai fait des colos avec des jeunes où ils apprenaient à être MJ. Et au début, c'était tous, on fait des pages de scénarios, de machins, de trucs, etc. Je leur ai présenté pour l'arène, ils y ont joué quelques fois pendant le séjour, ils se sont éclatés et après en fait, ils étaient beaucoup plus attentifs à ce que proposaient les autres. Et donc, on était complètement dans la co-création et donc dans l'improvisation. Et ils ont dit, mais non, mais on n'improvise pas, en fait, on réagit à ce que font les gens. Spoiler alert, c'est de l'improvisation, les petits potes. Non, mais complètement, ils sont en mode, bah non, on a juste répondu à ce que disait machin. Je dis, bah oui, c'est ça ton improvisation. Maintenant, j'imagine Axel en Yoda qui fait, improviser, toi, tu as. C'est un peu ça. Non, mais c'est complètement ça. Parce que j'étais, en plus, bon, bref, c'est une anecdote, mais j'avais ce qu'ils appelaient la GM Academy, tu vois, et je leur apprenais à être moi, ce que je leur ai dit, la première séance, je leur ai dit, je vous apprends à être des MJ feignants. Je vais vous apprendre à vous reposer sur les gens autour. Et à faire des trucs avec les gens, en fait. On n'est pas tout seul sur un jeu de rôle et on n'est pas tout seul à créer. Moi, j'ai pas envie de dire feignant, moi, des MJ qui jouent avec les joueurs. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'était un truc hyper accrocheur, mais non, on n'est pas feignant, effectivement, parce qu'en plus, je peux te dire que je suis vachement plus fatigué après une partie où j'improvise à fond qu'après une partie où j'ai un scénario. Je le dis comme ça, mais voilà. Et par contre, ce que disait Peter sur le jeu, moi, je considère que oui, on a besoin d'une mécanique de jeu correcte pour bien improviser. Comme je en parlais au début, je parlais de l'osselet divinatoire, les dés des osselets divinatoires. Moi, j'ai besoin de dés. J'ai beaucoup de mal à jouer à des jeux sans dés. Des cartes, pour moi, tu as des cartes divinatoires, en fait, c'est le même principe. Mais moi, je peux plus jouer à des jeux sans dés. Parce que j'ai plus ce moment où je sais que si j'ai pas de dés pour me faire dérailler de ce que j'ai en tête, je vais naturellement vouloir dérouler ce que j'ai en tête et parfois, sans m'en rendre compte, forcer la main des joueurs. Et c'est important qu'il y ait un jet de dés pour me dire stop, tais-toi. Le dé te dit de faire ça, le dé te dit d'être gentil ou d'être méchant avec les joueurs et c'est le dé qui décide. Et moi, ça m'a personnellement beaucoup aidé à casser les rails et être capable d'improviser justement. J'allais parler de Pass of the Healer et il y a Seb qui arrive sur le chat. Alors coucou Seb, mais effectivement j'aime beaucoup les mécaniques avec et j'ai beaucoup de mal à jouer sans parce qu'effectivement il y a un vrai moteur, toi t'appelles ça les osselets, moi j'appelle ça un moteur aléatoire parce qu'il revient complètement à la même chose et ça me permet justement de... Alors pourquoi on rigole Parce qu'on a joué à Pass of the Healer qui est un jeu sans dés, sans hasard et c'était Seb qui donc vient d'arriver et qui a été notre MJ et ça a été dur.
c'était dur pour ce pauvre Sèvres qui a beaucoup souffert. Et je pense que Bah le ouais. fait que ça soit sans aléatoire et sans jet de dés, la table où on était avec lui, bah, on avait du mal en fait. Parce que Bah, il il faudrait savait plus de pas s'il hauteur, devait quoi, tout nous. nous permettre ou rien nous permettre, mais de manière Ouais. complètement arbitraire. Et en fait, ça manquait de dés, quoi. On avait de temps en temps, le MJ a pas envie de décider, tu vois, d'être celui qui dit oui, non, et de tout décider. Parfois, et moi, je trouve que c'est bien de laisser au dé. En plus, le dé Complètement. a une importance énorme. C'est moi qui joue pas mal à Donjons et Dragons avec mon groupe historique. Quand tu vas faire vraiment mal aux joueurs, leur retirer masse Watt 1000 de points de vie, etc., putain, t'as intérêt que ce soit un dé qui décide. Parce que, Ouais. justement, si c'est le MJ qui, dans sa grande décision, va retirer tant de points de vie, bah, les joueurs vont pouvoir contester, vont pouvoir ne pas être d'accord. Et plein de fois, ça m'est arrivé tu vois, genre, tu veux capturer les joueurs, mais les joueurs n'ont jamais envie d'être capturés. Mais sauf que tu mélanges, voilà, tu lances un dé, on accepte les dés, et si les dés ils disent ça, tout le monde l'accepte. Comme c'est le hasard, et ben, les joueurs acceptent ce résultat. Et donc, bah, Complètement. je sais qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas être capturés ou qui n'aiment pas être mis en difficulté, etc. Mais quand le dé leur dit t'es en difficulté, tu vas morfler, et ben ils ne disent rien. Ils peuvent insulter le hasard, mais c'est le hasard, ils peuvent pas insulter le MJ en disant t'es un salopard de MJ méchant, tu nous as mis dans des difficultés vraiment pas bien, etc. Et donc, pour C'est moi, clair. le dé est quelque chose que je respecte plus que tout. Jamais pour moi, c'est pour moi le pire conseil de MJ, les dés ça va faire du bruit derrière l'écran. Ouais, je suis Moi je suis d'accord. contre, mais vraiment complètement contre ce truc-là. Les C'est dés, clair. c'est le deuxième MJ, quoi. C'est lui Ouais. qui te permet de rebondir et de dépasser ta limite de railroader, Ouais. de cerveau d'humain qui veut contrôler les choses. Et c'est lui qui, en plus, fait accepter autour de la table, c'est le maître du contrat social que tout le monde respecte, Mm. quoi. Et pareil, le conseil, les MJ doivent tricher. Absolument pas. Et en fait, vous savez quoi? Je déteste faire du mal à mes PJ. Mais vraiment, hein, j'ai beaucoup de mal à tuer un PJ. Mais en fait, on ressent vachement d'empathie pour les personnages à ce moment-là. Et c'est hyper important. Parce que ça veut dire ouais, ah, putain, j'ai le terme anglais, on care, on tient à eux. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment les héros de l'histoire. Et donc, on va les mettre en avant. On va les faire briller quand même à un moment donné. Oui, c'est pas moi, c'est le dé, c'est tout à fait ça. Mais en même temps, c'est bien, parce que là où Matt a raison, c'est que c'est une autorité neutre, le dé. Bon, bah, t'as pas de chance, t'as pas de chance. T'as de la chance, t'as de la chance, voilà. Moi, je veux revenir avec toi, parce que t'as dit la première étape, c'est un one-shot. T'as parlé quand même de session zéro, de préparation, et je pense que c'est quand même moi, la phase la plus importante pour moi, pour cerner ce que je vais faire comme histoire. C'est un truc qu'on va faire demain, par exemple, avec la Bursty. C'est une vraie bonne session zéro. Une session zéro, c'est une session avant la première partie où on va définir plein de choses. Alors moi, demain soir, par exemple, on va définir le cadre de jeu. On va jouer à Star Wars. On va choisir l'époque. Donc on va choisir des thématiques que j'ai résumées en deux phrases sur un Discord. On va choisir les attentes des joueurs, du coup, qui vont se recouper. Par exemple, là, on va peut-être jouer dans la Haute République, donc avec un truc où on est vachement sur l'exploration. La Haute On a une, République, là. c'est clair. On va jouer sûrement sur la Haute République où du coup on va avoir des problématiques d'exploration, vers des problématiques de pillage, bref, des choses hyper cool à hyper cool à mettre en place avec des enjeux qu'on peut déjà commencer à imaginer. Et on va définir les personnages et leurs relations entre eux. Parce que je pense que Matt sera d'accord avec moi, une bonne impro, ça passe par des bons personnages. Et des bons personnages, ça se crée pas comme ça, un personnage d'un côté, un de l'autre, etc. Je pense que ça se fait ensemble. Avant, j'avais bien créé des personnages tout seul dans mon coin, etc. J'en suis vachement revenu. Pour avoir un vrai groupe, il faut que ça se fasse ensemble et qu'on commence à. C'est des trucs cons, mais quand on crée un perso avec des stats, etc., on va se dire, ah ouais, bah moi je suis plutôt fort en. Plutôt fort en gueule et moi j'ai des gros bras. Bah, c'est un peu ce qu'on a fait hier soir avec Matt. Bah, tout de suite on a eu une dynamique où bah, Matt c'était les gros bras et puis moi je lui désignais qui tapait quoi un peu. Mais Ou les bons plans, les machins, etc. Et c'est un truc qui s'est fait naturellement en voyant la gueule statistique de nos persos, les points forts et les points faibles. On s'est dit ah bah tiens on va peut-être avoir cette dynamique quoi. quand tu dis c'est des personnages très travaillés, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir une session zéro où tu travailles beaucoup tes personnages. Et comme j'imagine Ouais. sur Star Wars, t'as aucune idée de où on va aller, c'est ta session zéro qui va te donner des idées. Et après, entre la Ouais. session zéro et la session 1, tu vas pas passer 15 ans sur ton ordinateur, mais tu vas laisser vagabonder ton imagination et inventer une idée de base sur lesquelles on va partir. Et donc, nous, en tant que joueurs, sachant ça, on sait qu'on est très libre et qu'on va pouvoir aller où on veut et qu'il y aura aucune limite. Donc ça, c'est quand même super bon. Mais par Ouais. rapport à ce que tu dis sur les joueurs,
pour moi, oui, c'est bien, c'est une session 0 et que t'attends de beaucoup travailler les personnages, de raconter une grosse histoire, etc. Mais sur un one-shot, reprenons le coup du one-shot, pour moi, faut pas passer du temps à créer tes personnages. Les pré-tirés, c'est super bien. Idéalement, un pré-tiré bien fait, il peut créer des relations. Quand vous faites un pré-tiré, vous pouvez expliquer machin et le frère de bidule ou machin, ou créer des relations entre eux. Mais n'empêche que, une fois que vous commencez à avoir cette habitude-là, l'habitude de l'improvisation et du théâtre d'impro, mais ensuite du jeu de rôle improvisé, vous apprend à faire les bons gestes pour être capable de jouer avec les autres. C'est-à-dire, votre objectif principal, c'est pas de jouer à un gars mystérieux et sympathique qui reste dans son coin. Le but de votre personnage, c'est de jouer avec les autres. C'est de jouer avec le monde et de jouer avec les autres PJ. Et donc, tout de suite, de trouver comment vous allez accepter leur personnage et comment vous allez jouer avec lui. Et même si vous n'avez pas pensé avec le personnage, même comme le dit Axel, ok, j'ai X en force, X en intelligence, donc je suis un gros bourrin con. Enfin, tu vois, vraiment le truc basique parce que tu as vu ça. Quel rapport il pourrait avoir avec les autres? Pourquoi il est là? Pourquoi il aide lui? Et vous pouvez le faire dans la minute où vous commencez à jouer. Hein. Ça n'a pas d'importance. Mais il y a une technique d'impro que j'en parle de temps en temps qui est ce qu'on appelle le jouer haut, jouer bas. C'est un truc une des multiples techniques de théâtre d'improvisation et qui part du principe que dans une improvisation, on n'a pas besoin de savoir le passif des personnages ou d'avoir obligatoirement même leur objectif. On veut savoir qui est-ce qui joue haut par rapport à qui et qui est-ce qui joue bas. Joue haut, joue bas, c'est qui a l'autorité sur l'autre et qui se sent inférieur ou à un côté un peu l'enfant par rapport aux parents, le serviteur par rapport au maître. En gros, qui est le maître, qui est le serviteur, qui est le père, qui est le parent, qui est l'enfant, jouez haut, jouez bas. Et quand vous avez cette relation, ça va vous considérer que ok, tel PNJ, eh ben, je lui fais trop confiance, je crois tout ce qu'il me dit, pour lui c'est mon modèle, donc je me mets à jouer bas. Tel personnage, je le protège, il est avec moi, c'est comme mon petit frère, ma fille, ce que vous voulez, eh ben, je vais jouer haut par rapport à lui. Et si vous acceptez de pas toujours jouer haut, d'accepter de temps en temps de jouer bas, et d'accepter d'être celui qui va regarder, sachant que c'est un truc qui peut faire un cercle vertueux, hein. Tu peux jouer haut par rapport à quelqu'un, qui va jouer haut par rapport à C, et qui lui va jouer bas enfin, vous pouvez faire un cercle comme ça, et donc avoir quelqu'un avec qui vous jouez haut et quelqu'un avec qui vous jouez bas, et vous vous rendez compte que quand vous acceptez l'autre, et que vous vous mettez dans un rapport de qui j'ai envie de protéger, ou qui je me sens... inférieur est pas le mot, mais en tout cas admiratif, ou en tout cas tout ce qui, quand il parle, c'est de je l'écoute en premier, etc. Vous allez vous rendre compte que vous allez créer naturellement des liens entre vous, et que ça marche super bien. Évidemment, si vous avez des liens qui vont un peu plus loin que juste ce que je viens de dire, mais déjà de penser à ça, d'accepter de temps en temps de pas toujours être celui qui domine un PNJ, mais d'être celui qui a envie d'être dominé. Et voilà, de jouer un serviteur par exemple, c'est une recette parfaite pour réussir un lien entre personnages. Il y a un maître, vous êtes son serviteur. Après, vous pouvez être couard, vous pouvez être paresseux, ou alors vous pouvez être au contraire le mec prêt à se jeter devant les balles pour encaisser les balles à la place de son maître. Peu importe. Vous avez créé un lien, et juste parce que vous êtes le serviteur de l'autre, il y a une interaction tout de suite qui va se créer entre vos deux personnages, quoi. Ouais, il y a une question de Seb, mais qui a décidé de nous faire philosopher ce soir. Est-ce qu'une bonne impro, ça demande de bons joueurs? Et la question d'après, c'est qu'est-ce que c'est un bon joueur? Moi, j'ai une partie de la réponse. Pour moi, oui, ça demande de bons joueurs. Ça demande de bons joueurs, mais je vais pas définir bon en termes qualitatifs, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se correspondent. Moi, je vais avoir beaucoup de mal à faire jouer des gens qui sont plutôt passifs et qui viennent consommer, on va dire, qui viennent se faire raconter une histoire. C'est pas les parties les plus mémorables pour moi. C'est pas les parties où je suis le meilleur en fait. Parce que justement, j'ai besoin de gens qui me répondent et j'ai besoin de cet échange en fait. J'ai besoin vraiment. Et à chaque fois, on me dit ouais, cette partie c'était super, ça s'est super bien passé sur les one shots de découverte que j'ai pu faire dans différents lieux. Et en fait, c'est que j'avais des joueurs qui étaient hyper proactifs. Moi, j'ai besoin de joueurs très proactifs pour être bon dans ce que je fais, je trouve. Et je pense qu'il faut trouver sa tablée. Il faut trouver sa tablée. Alors, il faut trouver ses joueurs. Ayez-en le plus possible, mais c'est important. Donc oui, pareil, je vais pas dire de bons ou mauvais joueurs, mais c'est vrai que avoir des joueurs proactifs, ça aide beaucoup, mais avoir des joueurs proactifs qui écoutent les autres et qui savent se taire aussi. C'est-à-dire savoir, moi en tant que joueur, j'étais plus souvent MJ que joueur, et je sais que en gros, j'ai appris à être joueur. Je veux dire, c'est surtout quand t'as l'habitude d'être MJ, ou t'as l'habitude d'ouvrir ta gueule tout le temps et d'avoir des idées sur tout, savoir se taire. Donc, apprendre à être proactif, donc apprendre à parler, apprendre à prendre l'initiative, apprendre à créer des situations,
Mais apprendre aussi à savoir se taire, donc respecter l'autre, le laisser parler, et à rebondir sur ce qu'il a fait. Et si vous êtes proactif, mais que vous écoutez les autres, et que tout le monde fait ça autour de la table, normalement, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, et quand vous avez un MJ qui lui-même aussi est bienveillant, parce qu'en fait c'est ça, c'est une bienveillance globale autour de la table, et que le MJ est pas là pour prouver qu'il a le plus beau des PNJ, ou qu'il essaie de voir si vous êtes des gens trop forts, trop balèzes, et que, en tout cas, il est là parce qu'il a envie de vous faire plaisir, et qu'il sait ce qui va faire plaisir aux gens autour de la table. Je dis pas, il y a peut-être des joueurs qui adorent les épreuves, la difficulté, le risque de mourir, etc. Et si tout le monde est OK avec ça autour de la table, et que le MJ est là-dedans, très bien. Mais il faut que... Là, on parle évidemment de contrat social. Mais en tout cas, pour un MJ, quand tu veux improviser, quand tu te mets à la place d'un MJ qui veut improviser, où tu as besoin que tes joueurs te donnent des billes, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début, idéalement, et des joueurs proactifs, et idéalement, et des joueurs bienveillants qui se donnent la parole. C'est là où je dis, la mécanique de jeu peut aider. Moi, je sais que y a des mécaniques de jeu, j'ai pas mal de joueurs avec qui je joue, des vieux potes, etc., qui sont pas obligatoirement les plus proactifs. Mais il y a des systèmes de jeu, pour pas le nommer Apocalypse World, qui les a beaucoup aidés à devenir proactifs. Parce que Apocalypse World est un jeu qui ne joue que si les joueurs jouent. S'ils jouent rien, il se passe rien. Enfin, tu vois, donc ils ont des moves qui leur disent fais ça. Ah, ok, je vais le faire. Même le système te dit tu pex quand tu utilises tel carac. Donc il y a marqué la carac, tu vois, pour tout casser et tout bourriner. Je vais l'utiliser. Ah ouais, vas-y, utilise-le. C'est très bien. Ça, la statistique du jeu fait que de toute façon tu pourras jamais tout réussir. Il y a des moments ou un autre tu vas créer des rebondissements. Donc, et je sais que il y a des mécaniques, je trouve, qui aident certains joueurs à sortir d'habitude l'apathie qu'ils peuvent avoir, ou le côté un peu je regarde ce qui se passe, etc. Puis c'est des habitudes de jeu aussi pour le joueur. C'est comme je disais dans le chat, ça s'apprend en fait. C'est pas pareil, on ne devient pas un joueur proactif et hyper efficace du jour au lendemain. C'est pas forcément le cas, quoi. C'est clair, mais faut pas hésiter à se lancer. En fait, faut. Mais je pense que c'est pour tout. Alors, ça va être le conseil de base de ce soir, mais il faut pas hésiter, quoi. À un moment donné, il faut essayer. C'est quoi les conséquences, en fait, si t'essayes et que ça se passe pas bien? Alors, il peut y avoir des conséquences. Si tu te retrouves avec un MJ un peu dur et qui va te punir, et c'est là où je viens, c'est que il faut bien choisir son MJ aussi. Ah oui, quand on est joueur, c'est qu'il faut que tu aies un MJ qui soit bienveillant et qui va pas te punir à chaque fois que tu vas tenter quelque chose, quoi, tu vois. Ah, mais dans ce cas-là, au moins, tu l'auras testé, tu sauras que ce MJ il est pas fait pour toi, tu vois. À un moment donné, c'est aussi l'élimination, quoi. Mais le problème un des trucs du jeu de rôle, c'est que comme tu joues dans cette petite communauté de joueurs autour de la table, etc., aujourd'hui c'est moins vrai avec Internet, parce que tu peux accéder à des dizaines et des dizaines, voire des centaines de MJ différents, qui ont des manières de jouer différentes, et donc tu peux vraiment trouver ce qui te correspond. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet, t'étais toujours avec le même groupe de joueurs que tu jouais, et donc au bout d'un moment, t'es dans ce côté un peu social, où ce que le groupe décide, c'est la vérité. Et si le groupe a l'habitude d'être dressé à faire du player skill et du j'affronte le donjon, etc., et que le MJ, lui, a l'habitude d'être autoritaire, etc., tu vas avoir l'impression que c'est ça, et que quand tu décides tout d'un coup de faire un truc complètement nawak et que les autres te regardent en disant ah, faut pas faire ça, oh, tu veux nous faire foirer le scénar, etc., et tu vois, donc. Oui, complètement. C'est savoir trouver son MJ qui correspond à ce qu'on fait, c'est aussi important ouais, complètement. Heureusement, encore une fois, avec Internet aujourd'hui, ça se trouve quand même. Oui, c'est clair. Moi, c'est vraiment la solution de facilité. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça, moi, que j'ai beaucoup appris. Avec beaucoup de joueurs et beaucoup de MJ différents, en fait, tu vois beaucoup de choses, tu pioches et puis tu fais ta popote. On a beaucoup parlé de ça. Moi, il y a quand même une question, mais l'impro, ça se prépare, Matt? Comme on l'a dit au début, un peu, dans le sens où... T'as des outils, hormis les tables aléatoires, est-ce que tu as des trucs physiques que tu fais pour te préparer à l'impro? Moi, j'avoue, c'est venu avec le temps, à force de faire des parties, de jouer, etc. Mais comme je te dis, improviser, pour moi, c'est quelque chose que je réfléchis entre les parties. Ouais. Je le disais avant. Mais je sais que je suis plus sensible, moi, par exemple, à un dessin. Tu parlais qu'en gros, la musique, etc. Moi, ça m'est arrivé d'improviser juste avec une carte. C'est-à-dire une carte de ville, une carte de bâtiment, un beau dessin, même le visuel d'un personnage. Tu vois, on parlait de la partie qu'on avait faite hier où moi je jouais un gros bras et toi tu jouais celui à côté. Je l'ai fait parce que le dessin m'a inspiré ça. Et même sa manière de jouer, un peu gros bras, cadre bouffé, et enfin, parce que j'avais un dessin manga
c'était le dessin qu'il y avait sur le pré-tiré que tes mangas, je les jouais mangas tels qu'on voit souvent, les gros bras au grand cœur, qui adorent manger, etc. dans les mangas, et je les jouais comme ça parce que le dessin m'avait inspiré ça. Ça va inspiré comme ça. Et en tant qu'MJ, ça m'est arrivé plein de fois d'improviser des choses avec une map, tu vois, t'as la map, et je me dis, ah tiens, là, ce petit truc qui est dans le coin, ah là, ça m'improvise ça, j'avais aucune idée, mais là, le dessinateur, eh ben, fait une petite tête d'hydre à cet endroit-là, bon, bah donc il y a une hydre, et qu'est-ce que c'est cette hydre, pourquoi, quelles conséquences a ce qu'il y a autour, et j'improvise autour de ce petit zigouigoui sur la map, tu vois. Donc, Ouais. Ok, moi au bout en fait, à force de pratique, j'ai créé des petits outils. Des outils pour caractériser les PNJ, caractériser les lieux et caractériser les événements. Qui sont globalement pour moi les trois points importants que j'utilise globalement dans mes histoires. Et donc c'est des trucs que je peux remplir. Alors je le fais pas pour tous les PNJ, je le fais pas pour tous les lieux, je le fais pas pour tous les événements. Mais ça m'a aidé à poser. Et maintenant j'en ai plus besoin. Ça a été une bonne base. C'est-à-dire que je préparais quand même quelques outils et que je ressortais au moment clé. Au moment où je dis, ah tiens, ce PNJ, il tomberait bien ici. Et maintenant, en fait, ma pensée est un peu structurée. C'est-à-dire que, par exemple, pour un PNJ, je vais penser à une apparence, un trait marquant. Est-ce qu'il zozote? Est-ce qu'il boite? Est-ce qu'il a une diction un peu particulière? Est-ce qu'il a des traits de personnalité? Est-ce que c'est un sadique? Est-ce que c'est quelqu'un au grand cœur, comme on disait? Et puis après, évidemment, les liens avec les PJ et les PNJ. Je vais essayer de vous mettre un lien sur le chat, je sais pas si ça a fonctionné. Et en fait, c'est des trucs, c'est des habitudes. Et en fait, à force de remplir à chaque PNJ, à chaque machin, enfin pas à chaque PNJ, mais à chaque PNJ important, ça a fait que c'est devenu naturel. Et que maintenant, quand je pose un PNJ en partie en impro, il va avoir quelques caractéristiques pour pas être juste un PNJ fonction et vide, quoi. c'est Et sûr. pareil pour les lieux, les événements. Maintenant, il y a aussi la bibliothèque de PNJ, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'à force d'avoir joué tellement de PNJ, tu sais qu'il y a des accents, des comportements. Voilà, moi je sais que j'adore le duo de garde, un peu concon qui se parle, et il y en a, et puis Oui, ils font des carrément. commentaires en se parlant les uns aux l'autre, etc. Ils se donnent la réplique. Enfin, il y a des types de personnages que j'aime bien ressortir Mm. et que tu peux ressortir à peu près à toutes les sauces, tant que c'est l'ambiance, et là en l'occurrence dans le comique, parce que c'est des personnages plutôt comiques. Mais voilà. Après, il y a un outil qui est assez sympa, que je Ouais. salue encore une fois dès que je peux, c'est Grimace, l'outil qu'a créé Volsung, et qui est une série de trombinoscopes avec des têtes de sorties de séries télé, de films, etc., qu'il a tout passé en hyper contrasté, très blanc, très noir, etc. Et t'as je crois une centaine de têtes. Et ça m'est arrivé quand je jouais à Apocalypse World de jouer avec ça, et donc d'avoir ces têtes et de les découper et de pouvoir les mettre, et donc tout de suite il y avait une psychologie et un personnage qui se créait en fonction de la tête que tu Mm, utilisais. mm, mm. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu avais des têtes un peu neutres au niveau de l'époque, tu vois, qui n'avaient pas des vêtements marqués, tu pouvais réutiliser ce personnage-là dans d'autres jeux de rôle. Et donc il y avait un côté un peu série télé qui est, ah tiens, là j'ai une image de Kiefer Sutherland dans tel film qui est assez marrant, bah, je vais le réutiliser là. Et donc c'est un peu comme un acteur qui revient dans une autre aventure, une autre série, une autre ambiance. Mais puisqu'il a un air un peu vicelard sur cette photo, bah, il sera toujours un peu bizarre, un peu vicelard, un peu sur le côté, etc. Enfin voilà, il y a le trombinoscope de Volsung. Donc Grimace, c'est un truc qui m'a souvent aidé à Je l'ai improviser, partagé. d'ailleurs à travers plusieurs tables en fait. Ok. Je vous l'ai mis dans le chat aussi. Pareil, moi je sais pas pour toi, Matt, mais il y a des trucs pour lesquels je suis hyper mauvais pour improviser. Et c'est les noms. Je suis Oh putain, qu'est-ce horrible que je pour suis trouver nul. un nom au débeauté. Moi aussi. Alors je triche. J'avoue que j'ai un nombre de personnages qui s'appelle Anselme. Je pense que Je te confirme. si un de mes joueurs tombe sur cette vidéo, il va se pisser dessus de rire. Je pense que j'ai beaucoup trop de personnages qui s'appellent Anselme parce que je suis nul. Effectivement, je devrais avoir une table de génération de noms qui est quand même la base de. Et ben moi c'est un truc que je prépare et pour ça j'ai un outil qui m'a révolutionné ma vie, mais vraiment, hein, j'exagère à peine, un petit peu quand même. C'est Fantasy Name Generator. Alors Fantasy Name Generator c'est simple, c'est une banque d'aléatoires de noms mais dingue, avec plein de catégories, ça peut être des noms de villes, des noms de peuples, des noms de dieux, des noms de super-héros, des noms de plein de trucs. Alors souvent ça donne des résultats un peu abscons. Mais si vous faites 2-3 refresh d'aléatoire, que vous mixez des noms, ça donne des trucs sympas. Mais Et c'est ça me anglo-saxon. sauve la vie. Oui,
Fantasy Name Generator. Ouais, parce qu'en fait, j'avoue que je cherche plutôt. J'aimerais bien trouver des trucs à la française parce que souvent, Mais t'as de tout en fait. à force de Par exemple, Grey Heaven, tu vois, alors que plutôt envie d'avoir Havre Gris. Enfin, il y a des jolis trucs qui peuvent tomber en eh français. bien, ouais. Et Alors, on a un peu oui. trop constellé sur ces jeux de rôle de noms anglo-saxons qui, bon, parfois, t'as envie d'avoir des trucs plus français dans tes noms. Eh ben écoute, je suis en train de regarder nom de lieu, dimension, et tu as des trucs en français. Voilà. Donc ça marche. Alors t'auras peut-être pas, effectivement, t'auras peut-être pas Havre Gris à chaque fois que tu fais un petit truc de random, mais tu peux le passer en français. Il y a français, anglais, espagnol. Voilà. Et il y a un nombre de trucs assez dingue. Hop, je vous mets ça sur le chat. Hop, hop. Les prénoms composés commençant par Jean. Ah oui, mais oui, mais il y a des trucs comme ça. Moi, c'est Lucas qui revient beaucoup à chaque fois, mais parce que j'aime ce prénom. Liam aussi, mais c'est même mes PJ s'appellent beaucoup de la même façon, et je me dis putain, je suis vraiment pas hyper original là-dessus, quoi. Moi, j'avoue, j'ai un de mes fils, il est petit, hein. Il aime beaucoup me dire des mots composés avec s'appelle- Jean. Il a appelé beaucoup de ses doudous Jean quelque chose. Et le meilleur nom que j'ai trouvé, c'est Jean Crayon. Et Oh, je c'est dois, mignon. voilà, et je dois avouer qu'un jour, je mettrai un Jean Crayon dans une partie. Voilà, faut imaginer Jean Crayon. Évidemment, qui va être un horrible collecteur d'impôts. Bonjour, Jean Crayon. C'est trop choupi. Mais oui, mais je pense qu'il y a, enfin voilà, il faut aussi s'avouer quand il y a des trucs où on est moins bon, entre guillemets, moins efficace. C'est pas grave. Et puis pareil, et puis ça donne des moments marrants, tu vois. Quand on te dit, ouais, en fait, c'est pas le troisième PMJ que tu nous appelles comme ça, tu dis, non, non, c'est dans ta tête, évidemment que c'est faux. Je pense que je suis à 4 ou 5 Anselme. Hein. Ouais, mais tu je note. Puis si un jour tu me dis que t'as un de tes enfants qui s'appelle Anselme, Non, je saurais non, que c'est- non. voilà. Heureusement, j'ai une compagne avec moi qui m'empêche de... D'appeler mes enfants Anselme. Oh mon dieu. Ouais. Alors, au niveau des outils, parce qu'il y en a plein des outils, c'est KFR qui est, je sais pas s'il est encore dans le chat, mais KFR m'a parlé de Muse et Oracle. Muses and Oracles, si vous êtes anglais, que je vous mets. Et en fait, c'est un outil où vous tirez des cartes. C'est 3 objets, c'est la règle des 3-3-3. 3 objets, 3 lieux et 3 persos, 3 incidents, etc. Et en fait, vous essayez de relier tout ça. Et ça vous fait un morceau d'intrigue assez cohérent. On mettra tout que ça je dans vous la ai mis, description que je de vous la ai mis. vidéo, j'imagine, pour ceux qui Ouais, ne sont tout pas à là fait. pour le live, évidemment. C'est payant par contre, mais il y a du contenu, il y a genre 240 cartes, donc ça vous donne de quoi Payant, faire. c'est-à-dire combien? Là en zip, c'est 9 dollars, 7-8 euros, Ok. je dirais, au taux de change où je suis pas hyper calé. Mais ouais, en fait, il y a plein d'outils. Et je pense que c'est une des parties un peu intéressantes, c'est qu'il faut pas hésiter à s'appuyer dessus, quoi. Il y a plein d'outils en ligne, il y a des outils gratuits, il y a des outils payants, il y a des outils communautaires. Vous avez et c'est maintenant, c'est vrai que là où je rejoins Matt, c'est qu'Internet, c'est magnifique pour ça, quoi. Vous Mais faites bon. une recherche de table aléatoire, de rencontres. Comme on l'a dit, de- le meilleur de- outil, de ça reste quand montres, même les joueurs et Oui. avec vous. Je veux dire, ça m'est arrivé d'improviser des enquêtes, parce qu'on parle de l'enquête, mais et je sais que c'est un Ah. truc qui fait hurler certains MJ. Salut Pierre. Mais oui, on peut improviser des enquêtes. Ouais. Alors tu peux l'improviser à 2 niveaux, c'est-à-dire tu peux l'improviser avec, tu sais qui est le coupable. Tu as des idées d'indices, mais Ouais. ces indices, tu vas les parsemer dans ton scénario, où ça arrange les joueurs, et tu vas leur donner en fonction de leur jet, etc. Et donc, pour pas qu'ils ratent leurs indices, etc., ils vont finir par trouver des indices que tu vas leur donner. Mais ça m'est arrivé d'improviser des intrigues, enfin des enquêtes avec même, je ne savais pas, il y avait un mort, mais je ne savais pas qui l'avait tué. J'avais des suspects, genre 5 ou 6, ils avaient tous des très bonnes raisons, mais jusqu'au dernier moment, je ne savais pas. Je me suis servi des joueurs et des D'accord. discussions entre joueurs pour déterminer qui était le tueur à la fin, quoi. Donc, Carrément, et c'est- puis en fait, c'est aussi. Alors, mais ça marche pour tout, hein. Vous pouvez dire, il y a une technique hyper simple qui marche. T'es sûr? Ou vous êtes sûr? Là, le joueur se met à psychoter, à sortir des idées de dingue. Mais tu penses que c'est ça, toi? Et pareil, et en fait, vous piquez, vous piochez, hop. Et pareil pour les enquêtes. Euh, on a retrouvé un cadavre, il a été découpé, tranché, remangé, et voilà, etc. Et t'as les joueurs qui vont dire, ah, moi je pense que c'est Bertrand, non, moi je dirais plutôt que c'est Bernard, et moi c'est plutôt Bébert.
Et bien à un moment donné, vous en piochez un au hasard, vous mettez effectivement des petits indices comme ça parsemés. Les joueurs vont se faire une idée. Et alors, petite technique de fourbe, faut rarement que ce soit le premier suspect, sinon c'est pas drôle. Mais le deuxième ou le troisième, ça marche à tous les coups. Les joueurs galèrent un peu et puis se disent putain, on est quand même vraiment fort, on est quand même des sacrés génies de l'enquête. Et là, tu dis oui, vous êtes des sacrés génies de l'enquête, alors que toi-même, tu ne savais pas où tu allais au début. C'est la technique du oui, non, oui. Tu dis C'est oui ça. au premier indice, non au deuxième, oui au troisième. Exactement. Bonne question, Seb. Comment on fait pour la panne d'inspiration? Est-ce que ça arrive? La panne d'inspiration, ça peut arriver, c'est souvent quand t'es fatigué. Parce qu'avons-le, Ouais. même le jeu de rôle, même quand tu improvises pas, c'est quand même bien d'être en forme et de pas avoir envie de dormir. Et c'est quelque chose qu'on dit pas souvent, mais en gros, quand vous avez pas envie, putain, dites-le quoi. Quand vous Ouais. voulez pas masteriser, que vous êtes pas en état, je veux dire, dites vite non, je peux pas. Et je pense que personne ne va vous en vouloir, quoi. Ou même quand vous êtes joueur, Ouais. hein, dire là, je suis pas dans un état, et bah, vous annulez la partie parce que vous n'êtes pas en bon état. Ça, c'est un truc basique qui marche pour n'importe quel type de jeu de rôle. Mais en impro, la panne d'impro, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, il y a les joueurs. Encore une fois, Ouais. personne ne va vous considérer comme un mauvais MJ, ou alors s'il le fait, franchement, bah, on vient, on discute, mais genre, Matt est en train de dire que tu vas lui casser la gueule, viens on discute. non, mais non, on Alors, discute, qu'il- justement, viens, on discute, c'est quoi le problème? Parce que tu vas regarder tes joueurs et tu dis, bah écoutez, je sais pas, d'après vous, c'est quoi? Personne va dire, ouh, le mauvais MJ, oh là là, mon Dieu, il n'a pas tout pensé, il n'a pas tout réfléchi. Oh. Je connais des gens qui pensent ça, j'en ai rencontré. Ben, je joue plus avec eux. C'est ça. En fait, c'est une grosse part de tri. Petite question de finesse qui est importante. Dans la même série, je pense que c'est important de parler des fumbles d'impro aussi. Contradictions, faute de cohérence, etc. Pour le petite anecdote, je suis un expert là-dessus. Ça rejoint les prénoms et les noms. J'ai une mémoire affreuse et il n'est pas rare que sur mes parties, je me gourre de noms de PNJ de trucs et que je balance des, tu vois, genre le climax de on ne savait pas qui était le méchant. Et je suis capable de gaffer comme ça. Et est-ce que comment tu fais pour que ça reste cohérent Non, des tu fumbles d'impro, retravailles c'est dans quoi? tes C'est parties? Finelis qui était venu fourbement parler de ça? Ouais, c'est ça. Salaud. Parce que j'ai fait un D'accord. fumble d'impro il y a pas longtemps dans la campagne où il est joueur, et donc il vient, il fait. Il va me troller le salopio. Mais oui, donc tu peux faire des beaux fumbles d'impro où en gros, surtout dans des univers très complexes, où il y a des. Genre moi dans Eberron, où il y a tellement de trucs, d'intrigues, de machins, et que tu te rappelles pas de tout, et puis il y a des cohérences que tu mets, et puis parfois des trucs qui marchent pas. Ça peut arriver. Bon, bah, quand vraiment ça arrive, quand vraiment vous losez, bah, encore une fois, c'est pas interdit après la partie, de dire bon les gars, j'ai fumble, est-ce qu'on met les choses en place? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un retour en arrière et qu'on change un petit détail parce que là je me suis chié dessus, etc. Ça arrive, je veux dire, même d'ailleurs avec un scénario écrit, hein. Je veux dire, parce que justement, parfois, quand on fait trop confiance à certains scénarios écrits, bah, ils sont pas tous très bien écrits, et la logique est pas toujours là, et il y a des moments, juste, ça m'est arrivé avec des scénarios écrits en plein milieu du scénario, il y a le scénario, mais putain, mais c'est complètement con, ça n'a aucune logique, et genre, ils te regardent, ils font ça n'a aucune logique, tu fais, oui, c'est la faute du scénario! Donc ça arrive, et bah, ça arrive, et c'est pas la fin du monde, quoi. Oui. Voilà. Et il faut dédramatiser. C'est alors Seb faisait forcément une blague rapport avec le sexe sur la panne, ça existe. Ouais, ça existe. Et c'est pareil, on rate des fois. On est moins bon des fois. Oui, il y a des parties où on est moins bon, on est passable, on est médiocre, voire on est mauvais même sur des passages. Hein, ça, clairement, moi j'ai des parties où je sors en tant que MJ, je me dis putain, c'était pas ouf, c'était vraiment pas dingue. Les parties de vampires notamment me mettent une pression parce que pareil c'est un monde où il y a beaucoup trop d'intrigues pour un petit cerveau d'homme souvent fatigué quand il joue et fait jouer. Et c'est pas grave. Il y a, enfin, des fois, on peut le rapprocher d'autres œuvres. Des fois on se dit faut que le jeu de rôle ce soit parfait tout le temps. Mais combien de livres vous avez lu qui étaient pas bons dans leur globalité ou qui avaient des passages pas bons? Combien de films vous êtes dit ah c'est dommage ce petit détail? Combien de séries vous vous dites ah ouais bah cette première saison c'était bien et puis après c'était pas ouf et puis après ça redevient bien. C'est pareil pour le jeu de rôle en fait. On peut avoir des coups de mou, c'est clairement pas un souci. On n'est pas des machines quoi. Et heureusement je pense. Mais pour limiter ça, c'est là où on revient à donc parler avec ses joueurs, Ouais. à débriefer. C'est bien aussi de débriefer avec ses joueurs.
Et puis, entre les parties, de justement faire ce travail de laisser vagabonder son esprit, de reprendre les idées. Et moi, je le fais quand genre, je vais au boulot dans le métro, hein, genre, ou les transports en commun, quoi. Je me passe pas 5 heures devant mon ordinateur à écrire des trucs, quoi. Et ça permet, quand vous faites cet exercice régulièrement pour rattraper les choses, vous trouvez de la cohérence, ça élimine quand même 90%, même plus, des fails, des machins, des ah oui, tiens, il faudrait que je rattrape ça comme ça, etc. Quoi. Enfin, voilà. Mais Et oui, il y a encore l'échec, il sera toujours là. Hein. c'est décider de nous pousser dans nos retroussements et l'improvisation en campagne, ça marche. Genre Dungeon World, monde ouvert, proposition de tout le monde. Est-ce que c'est pas un peu galère à un moment de raccrocher les wagons? Eh ben, moi, je Euh, trouve que non, justement. ouais, moi je trouve que non. Alors souvent parce que c'est les propositions des joueurs, donc en fait il y a moins de chances qu'on se foire sur toute la ligne. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé parce que je le répète à mes joueurs, mais j'ai une mémoire cataclysmique. Et je prends pas de notes quand je suis MJ, je sais pas prendre des notes et masteriser. C'est impossible. Mais depuis que j'enregistre mes parties audio ou au format audio ou au format vidéo, et ben en général je me réécoute genre soit je réécoute tout vitesse x2, soit je réécoute la fin histoire de voir sur quoi on a fini. Sauf Et en qu'après, fait tous le ces PNJ gros parlent comme c'est ça. c'est clair. Mais il y a un truc comme ça où l'enregistrement c'est trop bien. Euh, le débrief. Le débrief et le rebrief. Moi j'aime bien c'est pareil, une technique de Sioux où on se repose vachement sur les joueurs, mais sur le début de la partie 2, on va dire, on fait un petit récap de la partie 1. Savoir ce qui s'est passé, savoir ce que les joueurs ont retenu, ce qui les a marqués à une semaine, 2 semaines, en fait, histoire de voir un peu ce qui les a bottés et où est-ce que je vais tirer mon intrigue. Parce que s'il y a un truc qui les a pas marqués du tout, c'est que c'était pas marquant et que ils ont pas forcément envie de l'explorer plus avant. Alors que si t'as un joueur qui dit ah oui on a fait ça et puis t'es là ah oui c'est vrai c'était cool ça, et ben on va rebondir là-dessus et on va peut-être même recommencer par là. Mais oui, ça marche, hein, je veux dire, moi je fais une campagne, là, ça fait presque 2 ans, Donjons et Dragons, où tout est absolument improvisé. Parce qu'il y a quand même cette idée où tu fais quand même des arcs narratifs. Il y a des moments dans l'impro, il faut viser une fin de saison. Il faut quand même que dans ce que vont lancer les joueurs, tu te dis il y a une fin probable, il y a une fin potentielle qui peut arriver là. Et il y a un moment ou un autre, c'est très libre au début, les joueurs sont de plus en plus, et plus l'aventure avance, plus tu vas quand même de plus en plus orienter la fiction vers une direction, et les joueurs vont être d'accord avec ça, puisqu'ils auront choisi de prendre ce chemin. Au début, ils ont 10 chemins, puis 5, puis ça se réduit, au bout d'un moment, il reste plus qu'un ou 2 chemins, voire un chemin, et les joueurs vont le prendre, ils vont pas dire « Ah non, je refuse de le prendre », vu qu'ils ont tout leur choix pour arriver là. Et c'est le moment où tu arrives un peu au climax, oui, le dernière route pour aller péter le boss, c'est un cliché, mais en haut de la montagne, on va faire la montagne, c'est une ligne droite, puis à la fin il y a le boss, c'est une ligne droite, et t'as peut-être un peu plus préparé, parce que tu sais que ça va être une ligne droite, donc là tu vas peut-être préparer bien les stats de ton boss, les machins, ce qu'il peut faire, et ce qu'on peut trouver comme rencontre aléatoire dans la montagne. Et une fois que c'est arrivé, on a fini un de ces arcs, évidemment il y a des conséquences, les gens vont vouloir faire plein de choses après, et on repart, vous avez redit propositions et vous réouvrez, et comme ça avec ce côté dark narratif, vous pouvez tenir en impro longtemps sur une campagne. Surtout que vous pouvez vous baser sur les actions des joueurs de l'arc précédent pour construire les conséquences, ou montrer les conséquences de ce qu'ils ont fait à travers l'arc qui suit, quoi. Donc oui, c'est possible d'improviser en campagne. Je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? Comme ça, on fait un petite question Fireboulette. Si c'est pas le cas, on va attendre 2 petites minutes et puis sinon, on va conclure tranquillement. Mais oui, non, l'improvisation, moi je pense que mon mot de la fin, ça va être l'improvisation, ça se prépare, mais surtout ça s'apprend en fait. Je pense qu'on n'utilise pas, on n'utilise pas tous des outils, on n'utilise pas tous les outils tout le temps. C'est aussi ça, hein, c'est qu'il y a des fois, j'utilise des outils puis d'autres, et puis voilà, et ça me permet de varier. Euh, mais voilà. Mais moi surtout, c'est lâchez-vous, quoi. Ça s'apprend, mais De c'est ouf. pas non plus. Ça n'a pas de raison d'être dans la Oui, douleur, quoi. Commencez oui, petit, commencez par un one-shot, prenez un système que vous aimez bien, et testez la technique que je donne là. Un lieu, un objectif, une péripétie. Allez-y, voyez ce qui va se passer. Jouez pour voir ce qui va se passer. Je cite Apocalypse World, mais pour moi, ce terme qui est dans Apocalypse World, qui a l'air de rien, jouer pour voir ce qui va se passer, c'est vraiment, pour moi, mon motto maintenant, qui drive tout mes parties de jeu de rôle. Je joue pour voir ce qui va se passer en tant que MJ. Je redeviens un joueur qui peut être surpris. Et moi, j'aime ça, j'aime être surpris, ne pas m'attendre, waouh, découvrir. Et les joueurs sentant ça,
se permettent de faire plein de choses et donc de me surprendre, et c'est le cercle vertueux. Mais donc, commencez par un one-shot, simple, avec un système avec lequel vous êtes à l'aise. Même si c'est un système avec qui vous savez pas comment improviser, vous faites à côté un jet. Moi, ça m'arrive de lancer genre un D6 à côté. C'est mon osselet divinatoire à moi. Je lance un D6, 1, 2, il se passe ça, 1, 2, 3, enfin voilà. Et c'est en gros oui, non. Enfin, c'est oui et oui. Oui, mais, non, mais, non et non et. Tu utilises ça et tu lances ton dé et en fonction du résultat, tu réponds à la question que tu te poses. Tu te poses une question dans ta tête. Est-ce que ce qu'ils viennent de faire, le PNJ va leur en vouloir? Voilà, t'as la réponse et tu brodes autour, quoi. Ok. Tu peux même utiliser ça quel que soit le système que t'as à côté, quoi. Il y a Cortex qui nous demande notre pire et notre meilleur impro. Je sais pas si t'en as une en tête comme ça. Mais pire ou meilleur impro sinon, je vais mettre en tâche de fond parce qu'on a une autre question de Peter. C'est est-ce qu'on ne devrait pas définir à la base session 0 si une campagne impro, une campagne rail où le MJ nous racontera une histoire? Si. Oui, bien sûr, mais moi je dois t'avouer que maintenant que c'est mon goût, hein, maintenant que je joue en impro, je serais incapable de refaire une campagne rail, quoi. Je me ferais chier jusqu'à la fin du monde, quoi. Et complètement, et clairement, alors moi en tant que joueur, si on me dit ce sera une campagne rail, je te dis écoute, amusez-vous bien, je vais faire autre chose. Et si je suis MJ et que je propose une campagne et on me dit non, on préférerait des rails, je dis écoutez, allez trouver quelqu'un d'autre, amusez-vous bien. Parce que maintenant je suis incapable de créer un scénario hyper carré, hyper raillesque, voilà. Mais ça veut dire que c'est pas mal, c'est pas le jeu de rôle où on écoute le MJ te raconter une histoire, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Moi j'ai trouvé beaucoup plus de plaisir avec toute la table qui participe ensemble à créer une aventure qui déchire que juste le MJ tout seul. Mais je conçois que beaucoup de gens jouent avec le MJ conteur qui raconte une histoire et les joueurs qui aiment qu'on leur raconte une histoire, et c'est cool. Mais moi je peux plus jouer comme ça, quoi. Ouais, moi je vais raconter ma pire impro. C'était en convention. Et je commence, alors les joueurs n'avaient même pas encore ouvert la bouche, je voulais mettre une mise en ambiance directe. Et je commence avec un perso avec une voix nasillarde, avec un cheveu sur la langue, mais le truc hyper caricature, genre oui, je marche comme ça, et puis salut, ça va? Et puis il y a un des joueurs qui ouvre la bouche, qui avait genre la même voix. Et genre presque pareil, quoi. Alors le cheveu sur la bouche, la voix un peu aiguë, un peu nasillarde, et t'es en mode ça commence pas bien la partie. Et effectivement, ça n'a pas bien commencé. Le joueur a été forcément pas hyper braqué parce que le personnage que j'avais fait était forcément un peu concon. Sinon, c'est pas drôle. Hyper caricatural. Pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça a mis une belle ambiance de merde, ça s'appelle. Pas mal. Évidemment, on a discuté avec le joueur après, je me suis excusé, et il n'y a pas eu de mal, tu vois, mais en fait, ça fout une angoisse. C'est pas mal. Et puis moi, j'étais en mode, oui, mais comme SPF, c'est long, hein. C'est compliqué. Non, moi, je saurais pas dire qu'elle est la meilleure ou la pire. Par contre, j'ai des souvenirs d'horribles parties railroadées et non improvisées. Ouais. Et là, pour le coup, j'en ai des palanqués horribles de souffrance ultime. Donc j'ai tellement de mauvais exemples de parties railroadées ou de parties où le MJ attend que les joueurs soient bons, battent le scénar et du player skill. J'ai tellement d'horribles souvenirs de ça que, si tu veux, même la plus mauvaise entre guillemets impro est ridicule à côté de l'horreur que t'es. T'as raison, mais j'ai plus de souvenirs des très mauvaises parties railroadées où je me suis retrouvé à dire oulala, il faut que je m'en aille, que des parties où j'ai improvisé. En bonne impro, je pense que Deux Billes d'Acier, qui est dispo sur la chaîne Lacal, est une bonne campagne courte d'impro, où on s'est régalé et où il y a des moments où les joueurs, il y a eu des pétages de câbles avec du drama, etc. Et où en fait il y a eu des vraies émotions provoquées, et je pense que c'est les meilleurs souvenirs. J'ai fait à moitié, j'ai fait partir la Fliss en crise de nerfs quasiment à un moment donné, sur un truc tout con où j'avais préparé un son d'enfant qui pleurait, et en fait elle a un gamin, la Fliss, et le timing était extrêmement mauvais, et où bim, ça n'a pas marché, avec des climax qui ont hyper bien fonctionné. Tiens, j'en profitais pour faire une horrible pub. Moi j'ai beaucoup aimé Dragon World, qui était les vidéos où il y a 2 vues sur la chaîne. Non, mais en plus, moi j'ai beaucoup aimé cette campagne. Il y avait que des super joueurs, super proactifs, et on s'est vachement marré. Et c'était très bien. Ouais. Voilà.
Allez voir Ouais, Dragon voilà. World. Dragon Mais- Ball, c'était très chouette. Même Ouais, si j'ai le trop jeu aimé. ne vous intéresse pas, allez voir une bonne impro. Tout a été improvisé dans, Ouais, Dragon cette Ball, c'était campagne. excellent. C'est un personnage cathartique, moi, que j'avais fait. Il explosait tout partout, c'était trop bien. C'est vrai. Oh, ouais. C'est vrai que Vraiment. t'as une espèce de. C'est vrai, mais non, mais tous les personnages étaient cool. Et voilà. Mais ouais, mais du coup, ouais, du coup, des personnages. Mais même, alors, et du coup, l'impro, n'hésitez pas, les caricatures et les clichés, ça marche super aussi. Et vous mettez un petit twist et c'est bien. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se laisser là. Est-ce qu'on a des choses prévues, Matt, des actus à venir? Ben, j'imagine on doit faire un sortie de la factory Ouais, c'est ça. on a ce truc qui repousse la date mais il faut qu'on le fasse où on a envie de créer à 5 joueurs MJ de créer du contenu pour les gens qui regardent et qui peuvent donc faire une sorte de je prends et je mets dans ma campagne où je veux. Et le premier épisode ce sera sur on va vous fabriquer improviser parce qu'on a une conspiration à mettre dans un Ouais. jeu, n'importe quel jeu médiéval fantastique. Et si ça fonctionne, après, on pourrait fabriquer, je ne sais pas, un village, un pays, Ouais. une pléthore de PNJ à mettre où vous voulez, etc. Enfin voilà, c'est un concept qu'on voudrait développer. Ouais, et moi je vous ai pas oublié, il faut juste que je trouve du temps et de l'énergie, des petites sessions de création de jeux de rôle. On en avait parlé un peu sur les précédentes vidéos, mais j'aimerais bien faire des trucs d'une heure où on parle création dans le chat. On essaie éventuellement de créer un jeu ensemble. Et on est censé Ou faire avec, aussi, ou avec- tu es censé nous masteriser du Broken Compass. Yes, c'est prévu. Déjà, je fais du Broken Compass avec la Burst Team dès demain. Et dès que je serai rodé avec le système, eh bien, il y aura un petit one-shot, un petit one-two-shot Improvisé. sur la chaîne. Exactement. Bah forcément, ouais. Mais parce que ça, je suis un MJ feignant. Merci à vous, merci Non. aux gens qui sont venus. Ouais. Merci aux gens, vous êtes nombreux d'ailleurs encore. Merci KFR, merci Dive Story, merci Manitou pour le raid, ça fait hyper plaisir. Bah, merci aux actifs habituels, merci Auré, merci Seb, merci Cortex, merci Peter, merci Harry. Bref, merci tout le monde. Je vais pas citer tout le monde, il y a quand même pas mal de monde ce soir, mais ça fait vraiment plaisir de vous avoir et d'interagir et d'avoir un épisode où on parle d'impro, où on improvise avec vos questions sur le chat. Moi, je trouve que c'est très très cool. Parce que c'est de l'improception. Voilà. À Ciao. bientôt sur GDR Factory.